Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve pour une vidéo annoncée depuis un moment sur la talismanie enochienne. Alors, elle a été un peu longue à préparer puisque je pensais que ce serait une vidéo rapide à faire. Et puis, plus j'avançais, plus je me rendais compte qu'il y avait de choses à aborder, de choses à expliquer. C'était finalement quelque chose d'assez complet. Donc voilà, on va parler de magie enochienne ce soir, notamment de talismanie, et on va parler de plein d'autres choses autour, vous allez voir, hein. Alors c'est, on va dire un cours complet de talismanie enochienne, hein. En tout cas, moi, ce que j'ai reçu. Voilà. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, voilà, je tiens à préciser que ça sera sûrement, hem la vidéo avant une petite trêve estivale, hein, comme chaque année. Voilà, on fait une pause cet été. Alors tout simplement parce que j'ai plein d'autres hobbies. Voilà, je fais plein d'autres choses à côté de l'ésotérisme. Et je vous conseille de faire la même chose, hein. L'ésotérisme est passionnant, mais il y a plein d'autres choses passionnantes autour de nous, hein. Pour la petite histoire, je fais pas mal de musique, je fais aussi du jeu de rôle avec des très bons amis et des proches. Et puis aussi, je pratique la prestidigitation, c'est-à-dire la magie, mais une autre forme de magie. Alors, voilà, pour être très franc, je n'aime pas du tout mélanger l'ésotérisme et la magie. Je pratique une magie qu'on va qualifier de plutôt drôle, amusante. Donc voilà, je prépare un nouveau spectacle et voilà, je suis plutôt dans la veine de Gaëtan Bloom, Dominique Duvivier, pour ceux qui connaissent, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. David Stone, Juan Tamaris, voilà, c'est cette magie amusante, entraînante et qui bluffe néanmoins quand même les spectateurs. Donc voilà, donc j'ai prévu de préparer un nouveau show et ça va me prendre un petit peu de temps et je vais profiter de cette trêve estivale pour faire ça. Alors d'ailleurs, je note que Franz Bardon, il me semble, était également magicien de scène, hein. Mais il me semble aussi qu'il aimait mélanger un peu les deux aspects. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Je n'aime pas du tout la magie le close-up, hein, la magie de scène, de spectacle, qui mélange l'ésotérisme, les choses qui font peur, faire croire que les mentalismes ont des vrais pouvoirs, etc. C'est pas du tout mon truc. Je sépare complètement ces deux activités. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y aura une trêve estivale après cette vidéo, hein. Il y en a plein d'autres qui vont venir, qui sont en préparation, qui demandent pas mal de temps. Alors, sachant que celle-ci est à moitié scriptée, voilà, vous allez voir ça, hein. Je vais commencer par faire un rappel autour de la talismanie générale, autour de comment on crée un talisman, et puis des règles que l'on applique, hein, et qui ne sont pas propres à l'Énochien. Et puis ensuite, on viendra à comment utiliser la magie énochienne pour faire des talismans. Rapidement, ça, je vous montre des exemples. Alors ça ne sera pas ça que l'on fera ce soir, mais ça c'est des choses que j'avais réalisées avant. C'était des exercices, si je puis dire, des tests où là j'utilise au centre une sorte de sigil créé par les lettres énochiennes en utilisant les lettres essences. C'est de la carte à gratter, hein. C'est une carte noire à gratter, puis en dessous ça donne quelque chose de doré. Voilà, je trouve ça assez joli. Ça c'est voilà, c'est des tests que j'ai pu faire. Voilà un autre exemple. Là encore, les lettres énochiennes euh, forment une sorte de sigil, hein. Il y a trois lettres énochiennes et qui ont été associées pour faire une sorte de sigil, quoi. Bon voilà, ça c'est des exemples. Ce n'est pas ça que l'on fera ce soir, hein. Ce ne sont pas ces deux exemples que je vous montre que l'on fera ce soir, c'est tout autre chose, de plus précis, de plus complet. Bon, voilà. Alors, on va commencer doucement, comme je vous l'ai dit, par
les règles de la talismanie, puisque ça me semble important. C'est des choses que vous pouvez trouver ailleurs, que vous pouvez entendre ailleurs, puisque c'est des règles générales autour de la fabrication de talismans. Donc là, en l'occurrence, j'utilise un script que je vais lire. Alors, tout d'abord, il y a une importance de faire un brouillon, afin de visualiser le talisman, lui donner en quelque sorte une âme, en visualisant bien les détails, puis dans son ensemble, avant de lui donner un corps matériel. Hein, il est vraiment important de visualiser avant de tracer, avant de construire, et ce, afin de le charger avant même de débuter la partie matérielle, de lui donner vie. On le crée d'abord dans l'invisible, par cette magie mentale, cette image mentale, puis on lui donne ensuite un corps dans lequel cette pensée va s'incarner. En traçant, on continue de visualiser. Et cette fois, on visualise les énergies que l'on veut mettre en œuvre, les énergies que l'on insuffle dans le talisman. Ces énergies sont généralement représentées par les symboles que l'on dessine sur le talisman. Alors, je reviens sur les petites choses que je vous ai montrées au début, voilà. Hein, là, c'est typiquement le cas. Hein, vous pouvez voir des symboles planétaires, zodiacaux, euh, des lettres énochiennes, des lettres latines, etc. Alors, en traçant, donc on continue donc de visualiser, hein, c'est important, et cette fois donc on visualise bien les énergies qu'on veut mettre en œuvre, qu'on insuffle dans le talisman par le biais de ces symboles. Il est donc important de comprendre évidemment les symboles que l'on ajoute lors de la création du talisman. Comme pour un rituel, il s'agit d'activer l'inconscient, de mettre en œuvre un autre état de conscience. Et il faut terminer en visualisant le but du talisman. Quel est le souhait que l'on exprime par sa création? Il est même possible, de l'écrire pour matérialiser ce souhait. On fait la même chose, la même visualisation lors de la consécration. À ce moment-là, on peut ajouter des encens, ou par exemple une bougie qu'on laisse se consumer entièrement. Le choix des encens ou de la couleur de la bougie est évidemment fait selon la loi des correspondances et le but à atteindre. Bougies, encens ou huile essentielle peuvent aussi être utilisés lors de la création, lors du dessin. Alors, idéalement, évidemment, on utilise des outils, papier, crayon, feutre, etc., qui ne servent qu'aux opérations magiques. Et on pense à toujours bien fermer les formes. Il est possible d'ailleurs de tracer en expirant. Généralement, on considère que ça aurait pour effet d'envoyer du magnétisme au dessin qui est tracé. Alors que ce soit au moment de sa création ou de sa consécration, on fait en sorte de respecter les correspondances, comme pour un rituel, ainsi que les temps magiques, jour, heure, position de la lune, etc. Je vous renvoie à une ancienne vidéo de la chaîne où j'explique comment fonctionnent les temps magiques. On peut ajouter une forme de charge par imprégnation. Le talisman a une relation physique avec une énergie manifestée. Nous-mêmes, ou la personne pour qui le talisman est créé. Ou avec un élément. Feu, eau, vent, terre, selon le but recherché. Une forme de charge simple, qui est aussi une consécration basique, par exemple, on allume une bougie blanche qui correspond à notre intention de charger ou de consacrer, en déclamant notre souhait, ce que le talisman doit apporter. On visualise le plus clairement possible l'objectif à atteindre, le pourquoi de la création de ce talisman. On peut écrire sur un papier, plier, le souhait, le désir en question. On pose alors ce papier plié entre le talisman et une seconde bougie de la couleur la plus adaptée, que l'on pose donc sur le papier, lui-même posé sur le talisman. Alors, évidemment, attention à vous protéger contre le feu, ne déclenchez pas un incendie. Attention avec les bougies. Et surtout s'il y a du papier en dessous. On peut ensuite ajouter une bougie de couleur marron qui, par la loi des correspondances, renvoie à la matérialisation de l'intention. Libre à vous d'y ajouter une incantation, une prière ou certains mots de pouvoir. Il est vraiment important d'avoir une visualisation et une intention claire et puissante. Le talisman est le support de votre intention. Et pendant
tout le processus, essayez de garder en tête cette intention, le plus clairement possible. C'est beaucoup plus important que la qualité du dessin. Un talisman n'est pas une œuvre d'art, ce qui compte n'est pas la qualité du trait, mais la qualité de l'intention, de la visualisation. C'est déjà être dans un état de transe légère, comme pour un rituel. C'est rester focus et donc être dans le lâcher-prise du reste autour de vous. C'est pourquoi il sera plus simple de rester ainsi focus si vous réduisez l'intention magique à l'essentiel, à sa quintessence. Et ne vous embarrassez pas de doutes ou de certains blocages, faites confiance à votre instinct. Si un élément à dessiner ne vous parle pas ou vous embarrasse, alors supprimez-le. Simplement définissez votre besoin afin d'en faire une création claire et bien définie. Ça n'en sera que plus facile au moment de la création, de concentrer cette énergie, d'aller à l'essentiel et donc de rester focus. L'harmonie entre le dessin, l'intention, puis la consécration, sang, gestes, prières, toutes les correspondances utilisées, etc., est comme un message envoyé à une entité généralement identifiée par un nom ou un sigil. C'est cette entité, appelée, qui charge réellement le talisman, avec son énergie propre, et qui correspond donc à notre intention, notre désir profond. Un talisman ainsi créé va généralement avoir une limite temporelle, jusqu'à l'obtention du désir projeté, et va être nominatif, pour soi-même ou pour un autre. Il est alors possible d'ajouter au verso le nom, prénom et la date de naissance de la personne concernée. Donc, pour résumer, premièrement, intention, visualisation. Deuxièmement, création, fabrication. Troisièmement, invocation du divin lors de la consécration, souvent par le biais d'une entité. Car on demande au divin de changer l'ordre des choses, telles qu'elles sont établies dans le présent. Alors, veillez à ne faire qu'un talisman à la fois, et à ne le faire que si vous êtes en condition, c'est-à-dire un état propre à vous concentrer, et que le choix du moment, temps magique, soit cohérent avec votre intention. Voilà pour le rappel des bases de la talismanie. C'est propre à tous les types de talismanie qui existent, pas seulement la talismanie énochienne. Alors, par contre, on va maintenant rentrer un peu plus profondément dans le sujet, et notamment dans la talismanie, donc énochienne. Alors, je vous ai montré, moi, des exemples de choses que j'avais bricolées, réalisées, avant de recevoir quelque chose de plus construit, plus précis. Et on a d'autres exemples qui existent. Alors, avant de vous les montrer, je trouve ça amusant, entre guillemets, en tout cas intéressant, puisque en même temps que que j'ai commencé à développer cette méthode de talismanie énochienne, eh bien deux autres chaînes YouTube à propos de magie énochienne ont également proposé une talismanie. Comme quoi, a priori, c'était vraiment dans l'air du temps. Ou en tout cas, une autre, euh, une autre hypothèse, certaines entités énochiennes avaient un besoin de transmettre ça. Alors, la première chaîne, c'est une chaîne qui s'appelle Lifting the Lamp. Lifting the Lamp. Euh, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il propose, qui colle pas tout à fait à mon avis, mais c'est intéressant. En tout cas, c'est une chaîne très intéressante, Lifting the Lamp, avec plein de choses. Et une autre chaîne proposait également sa version. Cette chaîne, c'est Enochian.today. Enochian.today. Alors, c'est un peu plus brouillon ce qu'il proposait, donc je ne le mets pas en exemple. C'était pas forcément très visuel. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est déjà un exemple qui nous vient de John Dee. Puisque, en effet, dans les écrits de John Dee, en marge, en tout cas, dans une marge, eh bien, on trouve ce dessin qui est un exemple de talismanie énochienne que John Dee aurait reçu. Alors, le problème, c'est qu'on a juste cet exemple-là, donné par John Dee, mais on n'a pas d'explication. On ne sait pas comment c'est fabriqué, on n'a pas d'autres exemples, on peut pas le comparer, voilà. Et malheureusement,
même si pas mal d'auteurs ont essayé de retrouver la méthode utilisée et de la développer, on n'a pas de résultat cohérent. Hein, donc ça, voilà. Alors on trouve donc au milieu de l'exemple de John Dee le sigil du roi, Babalel en l'occurrence. Autour, on a les lettres latines du nom du roi, Babalel, et ensuite on a 7 autres lettres, enfin pas forcément que des lettres. Certaines sont à l'envers. A priori, il y a aussi des chiffres. Et ça, on ne sait pas comment ça a été fabriqué, pourquoi c'est mis de cette façon. Voilà, malheureusement, on n'a rien d'autre. Donc, on se casse un peu les dents dessus. Alors, sachant que la chaîne Lifting the Lamp euh, propose sa propre solution, hein, son interprétation, et il pense avoir décrypté la manière de l'utiliser. Alors voilà l'exemple qu'il propose en énoquien. Alors pas seulement en énoquien, puisqu'on a ces espèces de chiffres 6 ou 9 plus ou moins inversés, hein, qu'on retrouve ici, on les retrouve là. Lui aussi l'a fait avec Babalel, mais en énoquien. Alors moi, le problème, c'est que, par exemple, j'ai une lettre P inversée, une lettre S inversée ici. Euh, alors la lettre S énoquienne inversée, pourquoi pas, mais la lettre P ne s'inverse pas. Hein, que je la mette dans un sens ou dans un autre, bah, j'ai la même graphie, j'ai le même dessin. La lettre P, ça ressemble à ce caractère oméga et on peut pas le mettre à l'envers. Donc moi je suis pas forcément super convaincu par l'exemple qu'il nous propose. Alors en tout cas il y a l'intérêt d'avoir une recherche et de proposer quelque chose, et c'est une chaîne vachement bien en anglais, hein, mais vous pouvez mettre les sous-titres en anglais, et puis comme ça vous avez au lieu d'écouter, ce qui est pas forcément toujours simple, vous pouvez lire. Mais voilà, je suis pas forcément convaincu par ce qu'il propose, et ce que propose Enochian Today est trop brouillon. Je me suis pas forcément plus arrêté dessus que ça. Donc voilà, hein, ça c'est certains exemples de talismanie. Alors on a une autre source de talismanie énochienne, c'est dans le bouquin d'Aaron Leach, La langue angélique, le tome 1. Je pense que le tome 2 n'a jamais été traduit en français, hein, pour être clair. Alors, on le trouve facilement en anglais sur Internet, en PDF, hein, pour être franc, mais on le trouve aussi encore en papier en français. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé une occasion en parfait état pour une bouchée de pain, tant mieux. Et Aaron Leach propose lui aussi des solutions de talismanie énochienne, alors qui sont basées sur les travaux d'Agrippa. C'est-à-dire, il utilise les méthodes qu'utilisait Agrippa avec des lettres hébraïques, mais cette fois-ci avec des lettres énochiennes. Alors ça donne lieu à beaucoup de tableaux comme ça, avec des tas de lettres énochiennes classées par degré, bon et mauvais ange, et ça implique quand même d'avoir une certaine connaissance en astrologie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il faut avoir quand même certaines connaissances en astrologie pour euh, pour utiliser ce que propose Aaron Leach. Ce qui n'est pas forcément très simple, hein, puisque je vous dis, c'est tiré complètement calqué sur ce que Agrippa propose. Alors, Aaron Leach propose quand même une autre méthode hors de l'astrologie. Alors voilà, c'est ça. C'est la création à partir de noms de certains anges, la création d'une sorte de sigil avec les lettres énochiennes. Alors pourquoi pas, ça a le mérite d'être plutôt intéressant, mais pour moi c'est pas tout à fait de la talismanie. Hein. On est effectivement dans la création de sigils avec un but bien précis. Les lettres essences, on va en parler tout à l'heure, nous donnent encore plus de pistes et de voies pour faire pour faire des sigils à partir des lettres énochiennes. Donc ce que propose Aaron Leach est intéressant, mais pour moi, on n'est pas dans une vraie pure talismanie. Donc là aussi, c'est pas tout à fait suffisant à mon sens, quoi. Ça ne se suffit pas à lui-même, quoi.
Donc voilà, ce qui veut. Alors, il y a d'autres auteurs encore qui ont essayé d'aller dans la talismanie énochienne, souvent là aussi basé souvent sur les sigils. Je vais pas tous les citer puisqu'ils sont pas forcément simples à trouver. En tout cas, c'est des bouquins en anglais qui sont pas forcément encore édités. Mais voilà, il y a peu de réelles méthodes qui seraient de la vraie talismanie, quoi, hein, qui seraient autre chose que du sigil. Et moi, c'est ce que je vais vous proposer ce soir. Alors, je vous ai montré mes quelques essais, et là, on va aller sur la méthode, la méthode réelle que j'utilise. Alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble, le recto, puisqu'il y a un recto et un verso. Alors ça, c'est le recto de, de la talismanie que je propose, que j'ai reçu. Alors, comment ça fonctionne? Bah, c'est plutôt très simple. Alors, tout d'abord, déjà, il y a un choix du moment à faire. Jour et heure planétaires, hein, les jours et les heures planétaires sont adaptés au roi qui est choisi, qu'on veut utiliser. On utilise très classiquement une lune croissante si on est sur une demande, une attraction, ou une lune décroissante si on est sur un bannissement. Donc ça, c'est très classique. Il est possible également de regarder les aspects astrologiques, la position de la Lune dans le zodiaque. Et là, je vous renvoie vers une des vidéos de ma chaîne. C'est je pense que c'est la première ou la deuxième vidéo que je propose dans la chaîne, où j'explique les temps magiques, donc les jours, les heures planétaires, les positions de la Lune. Selon où la Lune se trouve dans le zodiaque, voilà, etc. Donc ça, c'est plutôt important à utiliser et à respecter. Je vous le conseille fortement. C'est c'est un vrai plus, sans aucun doute. Et ça, c'est classique dans toutes les talismanies, de toute façon. Alors ensuite, on va généralement s'installer face à l'est, très classique. On va installer la table sainte, hein, la tabula sancta, devant soi. On va porter le lamen sur soi, hein, le lamen qui nous relie justement à la table sainte, et éventuellement on peut porter l'anneau PELE, hein, on peut porter l'anneau. Mais ce qui est nécessaire, c'est surtout la table sainte, la tabula sancta, posée devant soi, et le lamen porté sur le poitrail. Alors, je vous le précise tout de suite, en description de la vidéo, je vous mettrai des liens pour télécharger tout le matériel que je vais vous proposer là, que je vous montre, hein, toutes les différentes images, etc. Il y aura un zip qui pourra être téléchargé et comme ça vous aurez les différentes images que je vous propose là pendant la vidéo. Et il y aura également deux liens. Alors le premier, ce sera vers comment dire deux livres. Le premier, ça sera Enochian Vision Magic de Lon Milo Duquette. Alors c'est un livre dont je parle souvent, mais c'est un très bon livre. Ce livre vous permettra de créer la tabula sancta et le lamen. Alors à l'intérieur du livre, il y a deux versions de la table sainte. Utilisez la deuxième, hein, celle qui est beaucoup plus précise. Je parle de ça dans une de mes vidéos, hein, dans la vidéo où j'explique comment réaliser les appels énochiens. J'explique ça et je montre quelle table utiliser, hein. Bon, rien de sorcier. Donc, je mettrai un lien vers Enochian Vision Magic qui vous permettra de créer le lamen, la table sainte et éventuellement l'anneau, hein, également. Et puis, je vous mettrai également en lien le livre de Donald Tyson, Enochian Magic for Beginners. Puisque dans ce livre, vous allez trouver, euh, alors là aussi ce qu'on peut trouver dans le bouquin de Duquette, mais vous allez surtout trouver pas mal de choses sur l'heptarchie mystique, puisque c'est ça qu'on va utiliser pour la talismanie énochienne, les 7 rois et les 7 princes, ainsi que leurs gouverneurs. Et donc dans le bouquin de Tyson, ils sont tous listés avec leur sceau, leur nom, leur fonction, etc., etc. Donc
Rien qu'avec ces deux livres, ces deux PDF, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour fabriquer le matériel nécessaire. Alors, je reviens sur un livre dont on a beaucoup parlé ensemble sur Facebook, qui est le livre de Hierosolis, euh, euh, manuel pratique de magie énochienne, quelque chose comme ça, volume 1, en tout cas, bon, le livre de Hierosolis, le volume 1, qui contient beaucoup de choses, notamment d'ailleurs la description de l'heptarchie mystique, ou comment réaliser la tabula sancta, comment réaliser le lamen, mais j'en ai parlé dans un short, et on en a beaucoup parlé sur Facebook, avec pas mal de gens. Le livre de Hierosolis comprend malheureusement beaucoup de coquilles. Il y a quand même pas mal d'erreurs. Il y a une erreur sur le lamen, il y a des erreurs sur les noms des gouverneurs. Et d'ailleurs, euh, moi, quand j'ai fait mon exemple que je vais vous montrer, le verso que je vais vous montrer ensuite, j'ai bêtement recopié ce que proposait Hierosolis, et donc il y a une erreur sur le nom d'un gouverneur. Hein, c'est après coup que j'ai commencé à me rendre compte de certaines erreurs et que j'ai commencé ensuite à les lister, parce que même sur la couverture, la table de Nalvadje proposée comporte deux erreurs, dont une nettement plus grave que l'autre en plus, puisqu'on a un mot en énoquien qui ne veut rien dire. Donc voilà, c'est un bouquin qui est intéressant, mais qui comporte des erreurs. Donc ce que je vais vous proposer, notamment euh, dans le zip qui sera disponible en téléchargement, vous aurez cette image qui est la tabula bonorum angelorum, c'est-à-dire la table des bons anges, en gros. euh, Là-dedans, on a l'intégralité de l'heptarchie mystique, c'est-à-dire que grâce à cette table, on peut extraire les noms des rois, des princes et des gouverneurs. Alors, cette table, cette image vous permettra de vérifier ce que vous trouvez dans le bouquin d'Hierosolis. Alors, je veux dire, c'est pas un bouquin qui est rempli d'erreurs non plus, hein. Il n'y a pas des erreurs à toutes les pages, mais il y a quelques coquilles à droite à gauche qui sont quand même gênantes. On a commencé à les lister, moi j'ai commencé à les lister, je ne suis pas le seul, et j'aimerais pouvoir proposer à la rentrée, j'espère, un errata, sûrement un PDF, ou peut-être un fascicule papier, je verrai, mais en tout cas voilà, je veux proposer un errata de ce livre qui est plutôt prometteur, hein. Le bouquin d'Hierosolis est plutôt bien fichu, agréable à lire, prometteur, mais il y a quand même des coquilles qui sont gênantes. Donc, si vous utilisez le bouquin de Hierosolis pour le nom des rois, des princes et des gouverneurs, eh bien, vous pourrez utiliser la Tabula Angelorum que vous voyez là pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et éventuellement corriger ces erreurs. Hein. Et donc, cette image sera disponible dans le zip que vous trouverez en description sous la vidéo. Donc voilà, ça, c'est fait, hein, mais vous trouverez de toute façon, si vous n'avez pas le bouquin d'Hierosolis, hein, comme je vous l'ai dit, vous trouverez les deux bouquins nécessaires, celui de Tyson et celui de Duquette. Et grâce à ça, vous êtes paré, vous êtes tranquille. Alors, je reviens sur la talismanie proprement dite. Voilà le recto en question. Alors, comment ça se fabrique? Donc, comme je vous l'ai dit, on est face à l'est, on installe la tabula sancta, on porte le lamen, éventuellement l'anneau. On récite le premier appel énochien, hein, l'appel numéro 1, on récite l'appel numéro 1 qui sert de mise en condition. Hein, je vous l'ai déjà expliqué, ça vous permet de vous mettre dans un état de transe légère qui sera suffisant pour continuer. Donc on récite l'appel 1 et euh, là, alors là, c'est un petit Bristol, moi, que j'utilise, qui doit faire, je sais pas, ça doit faire 15 cm sur 8, un truc comme ça, hein, voilà, c'est un petit carton Bristol. Et c'est sur la tabula sancta que l'on va dessiner. Hein, on va se servir de la table sainte, équipée du lamen, pour dessiner son talisman. Alors, en respectant évidemment toutes les règles que j'ai expliquées en début de vidéo, hein, toutes les règles classiques de la talismanie. Hein. Alors,
comment ça se construit. Ça, c'est le recto, et après, on va voir le verso. Hein, mais comment le recto se construit, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Hein, donc, on a récité le premier appel. On va commencer par tracer le premier cercle. Alors, là, on a trois cercles. Hein. Alors, je vous conseille, soit, ça dépend de comment dire, la taille de votre support, soit vous faites un premier cercle de 6 cm de diamètre, puis un second de 8 cm, puis un troisième cercle de 10 cm de diamètre, ou bien vous faites un premier cercle de 5 cm de diamètre, ensuite un cercle de 7 cm de diamètre, et un dernier cercle de 9 cm de diamètre. Alors, ce sont des chiffres symboliques, hein, donc ça me semble intéressant de les respecter. Hein, donc on a trois cercles de 5, 7 et 9 cm, ou bien de 6, 8 et 10 cm. Donc on dessine en tout cas son premier cercle, hein, on le fait au compas simplement, euh, et on va après avoir tracé ces trois cercles, eh bien on va tracer, comme vous le voyez, une ligne horizontale au centre, que l'on voit donc cette ligne horizontale, elle coupe en deux le premier cercle, et elle ressort hors des cercles. Hein. Vous voyez, on voit les petites bordures à droite et à gauche de cette ligne horizontale qui, comment dire, qui coupe le support en deux, hein, en deux parties. Hein, donc cette ligne horizontale remplit le premier cercle et sort ensuite sur le support. Hein, les deux autres cercles, eux, ne sont pas traversés par cette ligne horizontale. Ensuite, on va mettre aux quatre coins de notre talisman P-E-L-E en énoquien. Hein, c'est ce qu'on trouve sur l'anneau qui a été révélé à John Dee. P-E-L-E. Hein, donc dans l'ordre, si je le lis dans l'ordre, comment dire, dans le sens horaire, j'ai un P en haut à gauche, puis en haut à droite un E, puis en bas à droite un L, puis en bas à gauche un E, P-E-L-E. Donc on indique ça sur notre support. Puis ensuite, dans le premier cercle, alors en bas, hein, c'est-à-dire sous le premier cercle, alors c'est celui là où on voit, vous voyez, on a un petit symbole de Vénus. Dans le premier cercle, j'ai le nom du roi en sens horaire, en énoquien, avec le symbole de la planète qui lui correspond en dessous. Alors après, dans la vidéo, je vais vous montrer hein, toutes les docs concernant les rois, les princes, les planètes associées, etc. Hein. Je vais évidemment expliquer tout ça, hein, ça va être complet. Hein, mais donc là, j'indique le nom du roi en énoquien dans le sens horaire. Hein, donc je commence en bas à gauche, puis ensuite je continue en remontant pour finir ensuite en bas à droite. Alors c'est important, ils sont. Alors non, je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit une bêtise. Je suis désolé. Non, non, c'est en sens anti-horaire. Je commence en bas à droite et je finis en bas à gauche. Hein. Donc là, ça commence par un B, puis un A, etc. On continue et puis ensuite je termine en bas à gauche. Je suis désolé. Je vous dis une bêtise. C'est en sens anti-horaire. J'écris donc le nom du roi qui correspond au, comment dire, à la planète, ou en tout cas au pouvoir planétaire que je recherche, d'abord le nom du roi. Alors on va voir ensuite le nom des rois et des princes, etc. Hein, donc je l'écris en sens anti-horaire, il a 7 lettres, et donc il est écrit en sens anti-horaire, et je termine en bas par la planète qui correspond à ce roi. Ensuite, je vais écrire, alors je vais former des cases. Vous voyez, hein, je vais former 7 cases, et je vais alors écrire cette fois-ci le nom du prince correspondant au roi, hein, c'est-à-dire le prince qui va avec le roi. On va voir ça ensuite après la vidéo, au fur et à mesure. Hein, j'écris donc le nom du prince correspondant en sens horaire cette fois-ci, en lettres latines, c'est pas en énoquien. Donc là, B-A-G-E, N-O-L, Bagénol, hein, je l'ai écrit dans le sens horaire.
Donc le roi est écrit en sens anti-horaire en énoquien, avec l'ajout de du symbole planétaire qui lui correspond. Et ensuite, j'écris le nom du prince en sens horaire, en lettres latines. Hein, bon, vous voyez, hein, vous avez l'exemple sous les yeux, quel que soit après le nom du roi ou du prince utilisé, c'est la même chose. Hein, ils ont tous cette lettre, donc c'est la même chose. Je fais évidemment attention d'utiliser le nom du prince qui correspond au roi. Mais je vais vous donner la liste après. Ensuite, après avoir écrit le nom du roi, le nom du prince, eh bien, je m'occupe de l'intérieur du premier cercle. En bas, sous la ligne horizontale, je trace le sigil du roi. Je vais aussi vous donner tout ça. Hein, je trace le sigil du roi. Et en haut, j'indique la demande en lettres et sens. Soit transformée en sigil, pourquoi pas, hein, on peut associer les lettres et sens de façon à former un sigil, ou bien à la suite, mais écrite évidemment de droite à gauche. L'Énoquien s'écrit de droite à gauche. Hein. Donc là, en l'occurrence, j'ai 4 lettres qui ont été écrites en énoquien, de droite à gauche, qui correspondaient à une demande bien précise. Euh, alors, on verra éventuellement la demande tout à l'heure. Hein, c'est un talisman réel. Alors, j'ai pas forcément envie de trop de trop le décrire, hein, mais c'est important hein, de bien retenir ça. Sous la ligne horizontale, j'ai le sigil du roi. Alors, le roi dont j'ai écrit le nom dans le sens anti-horaire. Et au-dessus, j'ai la demande sous forme de lettres essence. Alors là aussi, hein, je vais vous redonner après les clés des lettres essence, hein, parce que ça, c'est important aussi. Hein. Alors, là, il y a quelque chose d'important au niveau des lettres essence, puisque si je suis dans la demande, dans l'attraction de quelque chose, dans la demande de quelque chose, j'utilise 2 ou 4 lettres. Si je suis plutôt dans le bannissement, euh, rompre quelque chose, bannir quelque chose, eh bien j'utilise 3 lettres. Ça, c'est quelque chose d'important. Hein. 3 lettres pour bannir, euh, annuler, faire sortir, rompre, et 4 ou 2 lettres si je suis dans la demande, dans l'attraction, voilà. Hein. Alors, on peut utiliser des couleurs pour ceux qui le souhaitent, mais j'aime à rappeler que les anges, de toute façon, ont précisé à John Dee qu'ils n'ont que faire des couleurs. Ça, ils ne s'en préoccupent pas. Donc, ce n'est pas une obligation. Après, ça peut vous aider, vous, euh, à encore plus, comment dire, marquer l'inconscient, marquer votre intention en utilisant les couleurs et les correspondances qui vont avec. Alors donc voilà pour le recto. Rappel rapide, donc mes trois cercles donc qui vont faire 5, 7, 9 ou 6, 8, 10 cm de diamètre. Ensuite, j'ai ma ligne horizontale qui traverse le premier cercle et qui ressort sur le support. Hein, on voit les deux petits traits à gauche et à droite. Ensuite, j'indique aux quatre coins PELE en énoquien. Ensuite, dans mon premier cercle, j'ai le nom du roi en sens anti-horaire en énoquien avec le symbole de sa planète en bas. Et ensuite, dans le cercle 2, j'ai le nom du prince correspondant au roi dans le sens horaire en lettres latines. Puis, le sigil du roi en bas, sous la ligne horizontale, et en haut, au-dessus de la ligne horizontale, la demande en lettres essence, soit en sigil, soit écrit, les lettres essence écrites à la suite, mais de droite à gauche. Si je bannis, si je romps quelque chose, 3 lettres. Si je suis dans la demande, dans l'attraction, 2 ou 4 lettres. Alors ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça correspond là aussi, hein, si je suis en lune croissante et donc en demande d'attraction, 2 ou 4 lettres. Si je suis en lune décroissante, donc en bannissement, j'utiliserai 3 lettres. Les couleurs, à vous de voir, ce n'est pas une obligation. Et on va voir ce qu'on trouve au verso du talisman. Donc ça, je retourne mon support et je vais indiquer
au verso plusieurs choses. Tout d'abord, je vais mettre le sigil du prince dont j'ai écrit le nom au recto. Hein, au recto, j'avais le nom du roi et son sigil, et ensuite j'avais le nom du prince autour. Et bien là, j'ai le sigil du prince correspondant. Où ce sigil, alors j'ai flouté parce que je vous l'ai dit, c'était un vrai talisman. Euh, j'ai le nom, le prénom, ou le prénom et le nom, et la date de naissance de la personne concernée. Donc là, on voit simplement l'année en question de la personne, hein, mais j'avais le nom, le prénom, la date de naissance. En dessous, tout en bas, j'ai encore une fois le rappel du symbole planétaire qui correspond au roi et au prince que l'on appelle, et qui entoure mon support, là, hein, qui vont entourer le nom, le prénom, le sigil du prince. Eh bien, on va trouver le nom des 5 gouverneurs qui correspondent au roi et au prince. Alors, ces 5 gouverneurs, on les écrit en énoquien. Ils sont écrits, vous voyez, vers l'intérieur, et ils sont séparés par des croix. Hein, donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 croix. J'ai une croix, le nom d'un gouverneur, une croix, le nom d'un gouverneur, une croix, le nom d'un gouverneur en haut, une croix, le nom d'un gouverneur à droite, une croix et le dernier nom d'un gouverneur en bas à droite. Donc ça fait le tour. Le nom de ces 5 gouverneurs qui correspondent au roi et au prince entoure le support avec le nom, le prénom, la date de naissance et le sigil du prince. Alors le nom de ces gouverneurs, vous les trouverez justement dans le bouquin de Donald Tyson, dont je mettrai le lien. Vous les trouvez aussi dans le bouquin d'Hierosolis. Mais comme je vous l'ai dit, utilisez la tabula bonorum pour éventuellement corriger certaines coquilles. Il n'y a pas des coquilles sur les noms de tous les gouverneurs, mais il y en a quelques-uns éventuellement à corriger. Donc voilà, hein, le recto de notre talisman et le verso de notre talisman. Donc voilà comment se construit euh, le talisman en question, le talisman énoquien. Alors, il est dessiné, donc je l'ai dessiné sur la tabula sancta, sur la table sainte. Une fois que j'ai terminé de le dessiner, je récite le second appel. Hein, je récite le second appel énoquien, l'appel numéro 2, afin de charger le talisman. Et alors, je n'ai pas besoin de faire de consécration supplémentaire, tout simplement parce que euh, ça s'est fait euh, grâce à la tabula sancta et en portant le lamen sur soi. La consécration n'est pas nécessaire, hein. Elle a été faite en même temps que je créais mon talisman, dessiné sur la table sainte, en portant le lamen. Donc je n'ai pas besoin de faire une consécration supplémentaire. Hein. Donc, pour rappel, j'installe ma table sainte, je mets le lamen, je récite le premier appel, je dessine le talisman recto puis verso, comme je l'ai expliqué, et ensuite je récite le second appel qui permet de charger le talisman. Je peux alors ensuite ranger le matériel, placer le talisman soit sur un autel, ou dans un endroit où il sera peu visible par autrui, ou bien je peux le confier à la personne pour qui il a été créé. Et à partir de là, on a terminé notre talisman. Alors, la vidéo n'est pas terminée, j'ai plein de choses encore à vous montrer et à vous expliquer. Alors, une de ces choses, c'est notamment les lettres essences. Les lettres essences, je vous mettrai cette image dans le zip, évidemment. Euh, et comme vous le voyez, j'ai fait des ajouts. Hein. C'est une image que j'avais déjà présentée, mais j'ai fait encore des ajouts de certains mots-clés. Hein. Pour moi, il manquait certaines choses, donc j'ai ajouté encore certains mots-clés. Donc, euh, c'est en utilisant comment dire, le mélange des pouvoirs du roi et du prince de l'heptarchie mystique, ainsi que
les pouvoirs de des lettres essences que l'on va pouvoir vraiment diriger notre intention. Hein, alors, on va par exemple, on va juste regarder un peu à quoi correspondait le talisman que j'ai proposé. Alors, je ne l'ai plus vraiment en tête. Alors, je vais simplement sortir euh, le fichier que j'utilise pour les lettres essences. Voilà. Alors, tout d'abord, on voit que j'utilisais le roi et ange euh, de Vénus. Hein, on voit le symbole de Vénus. J'utilisais le roi et l'ange de Vénus, c'est-à-dire le roi Balijon et le prince Bagénol. Alors, quels sont les pouvoirs de Balijon et Bagénol? Eh bien, ce sont les pouvoirs de l'air, tout ce qui peut être forgé dans les actions aériennes, on va dire. Il commande aux lumières, il fait des merveilles. Alors l'air, c'est aussi l'intellect. Hein, c'est aussi, on va le voir hein, tout à l'heure, les rois et les princes donc fonctionnent avec le planétaire, mais fonctionnent aussi beaucoup avec les éléments. Hein, et donc Balijon et Bagénol, c'est l'air, et donc en l'occurrence, c'est aussi tout ce qui est lié à l'intellect, au mental, etc. Et donc, puisque je voulais travailler sur l'aspect mental, intellect, connaissance, j'ai utilisé le roi et le prince de la planète Vénus. Alors, que veut dire comment dire les quatre lettres en énoquien que j'ai indiqué dedans. Alors, la première lettre, c'est la lettre E. La lettre E à droite, hein, donc c'est la racine de, 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 de volonté, d'intention, d'objectif. Ensuite, j'ai la lettre, que je dise pas de bêtises, j'ai la lettre M, qui est la racine de la connaissance. Donc on revient sur ce côté intellect, connaissance, apprentissage, etc. Puis ensuite, j'ai la lettre I, c'est-à-dire activer, dynamiser, rendre capable. Et je termine avec la, la lettre D, c'est-à-dire rendre possible, le potentiel. Donc, alors, essayons de faire une phrase avec ces quatre lettres essence. Ce serait euh, donner, comment dire, donner l'intention de la connaissance afin de euh, de rendre capable et de rendre possible, afin de rendre capable le plein potentiel. Hein, donc là, on est plutôt sur un talisman qui utilise les pouvoirs du roi et du prince de Vénus, mais donc de l'air aussi, de l'intellect, du mental, et les quatre lettres en énoquien renvoient donc pleinement aussi au fait euh, comment dire de dynamiser, de rendre capable la connaissance, le savoir, afin de prendre pleinement conscience de son potentiel. Donc ça pourrait par exemple être utilisé pour aider lors d'un entretien, d'un examen, ce genre de choses. Alors d'ailleurs, ça c'est important, j'en ai pas parlé, mais c'est important. Euh, les talismans ne vont pas tout faire, hein, c'est-à-dire que le talisman ne va pas tout faire tout seul. Les talismans, et c'est propre à toutes les talismanies, les talismans sont un support, sont une aide, comment dire, une activation des choses. Exemple, j'ai un entretien pour un emploi et je veux augmenter mes chances et je crée un talisman dans ce sens-là. Donc je regarde un petit peu les rois et les princes qui peuvent coller. Ensuite, je crée une phrase ou un mot simple de 2 ou 4 lettres en énoquien afin de maximiser mes chances lors de cet entretien d'embauche. Si je vais à cet entretien d'embauche, les mains dans les poches, mal habillé, un peu à l'arrache,
sans avoir préparé quoi que ce soit, sans prendre de CV, voilà. Eh bien, le talisman ne ne remplacera pas ce que je suis censé faire, hein. C'est-à-dire, le talisman va être une aide si moi-même je fais l'effort de réussir ce que je veux réussir. Si je vais à l'entretien d'embauche avec des vêtements adaptés, avec un état d'esprit correct, en l'ayant préparé un peu et en y croyant, eh bien là en l'occurrence le talisman va être particulièrement intéressant pour maximiser mes chances, hein. Et c'est pareil dans toutes les situations, hein, voilà, hein. Si je veux faire un talisman autour de un talisman pour trouver l'amour, un retour d'affection, etc. Si mes actes ne sont pas cohérents, ne sont pas corrects, le talisman ne fera pas le travail à ma place, hein. Le talisman va simplement m'aider, va simplement maximiser mes chances, va me donner un coup de pouce, mais j'ai besoin de faire moi aussi des efforts, hein. Autant le talisman va m'aider, ben autant je dois l'aider également à faire son job. Ça c'est important quand même à savoir. Donc ce talisman de là qu'on a sous les yeux, qui serait plus voilà autour de la réussite lors d'un entretien, lors d'un examen, nécessite que bah, je fasse l'effort d'avoir étudié, d'avoir préparé ce pourquoi j'ai fait mon talisman. Voilà. Alors je reviens hop, sur mes lettres essences. Donc je vous donnerai évidemment le tableau puisque grâce à ce tableau, on peut facilement voir à quoi correspondent chacune des lettres énochiennes et quel est le concept que chacune de ces lettres énochiennes transporte. Hein, par exemple, la lettre T, eh bien, c'est la racine de l'équilibre. Donc, ça peut être équilibre, justice, ajuster, juger, équilibrer. Euh, la lettre H, c'est le souffle, la vie, la respiration. Si je veux évidemment, eh bien, par exemple, être quelque chose, créer un talisman autour peut-être comment dire, si je veux acquérir un bien, une maison peut-être, je veux acquérir un bien, je veux être sûr d'acquérir le bien qui sera le plus correct et le plus intéressant pour moi, eh bien, je vais pouvoir utiliser entre autres la lettre S. Qui correspond à la possession, acquérir, avoir, rassembler. Euh, si je veux plutôt utiliser l'intellect, eh bien la lettre M, connaissance, esprit, savoir, conscience, là a tout son intérêt, hein. Bon, donc voilà, le but des lettres essences, c'est de nous donner des mots-clés, des concepts propres à chacune des lettres énochiennes, et on va ainsi pouvoir assembler ces lettres énochiennes en respectant les concepts qui nous intéressent. Donc soit deux, trois ou quatre lettres énochiennes. Alors, sachant que ces lettres essences peuvent être aussi utilisées pour analyser des mots en énochien ou des noms d'entités énochiennes. Hein, ça va me donner des clés autour de ces noms ou autour de ces mots, et je vais pouvoir, voilà, analyser, décrypter le concept transporté par une entité énochienne, simplement par les lettres énochiennes qui composent son nom. Donc je vous mettrai évidemment ce tableau dans le zip, comme prévu. Euh, donc voilà, on va ensuite passer. Alors, je veux quand même, j'avais d'autres choses intéressantes. J'avais quand même un petit script. Je vérifie si je vous ai parlé de tout, presque. Voilà, il y a encore deux, trois petites choses à aborder et on va tout de suite aborder à quoi correspondent mes rois et mes princes. Alors ça, c'est un tableau que je vous fournirai. Donc Vénus, vendredi, c'est Balijon le roi et Bagénol le prince. En sachant qu'ils sont particulièrement importants puisque Balijon c'est aussi une émanation de Armara, qui est un ange supérieur, hein, qui est un ange, une sorte de grand chef des 49 anges de l'heptarchie mystique. Et Bagénol, c'est une émanation
d'Adjonel, qui lui aussi est un peu le sous-chef en dessous Armara. Je dis Armara parce qu'on dit Paul C. Hein. En dessous Armara, Adjonel, qui lui aussi dirige les anges heptarchiques. On verra on va le voir après, on a encore des anges encore au-dessus d'Armara et d'Adjonel. Et ça, c'est pas dans les écrits de John Dee. Ça nous vient d'ailleurs. Alors, Balijon, c'est donc le premier, c'est les pouvoirs de l'air, c'est tout ce qui peut être forgé dans des actions aériennes. Alors parfois, il faut un peu décrypter. Hein. Et comme c'est Armara, c'est aussi le professeur, celui qui commande et qui broie l'entière doctrine heptarchique. C'est le chef des 49. Bagénol, lui, il commande aux lumières, il fait des merveilles. Alors, est-ce qu'on est plutôt sur l'air, les esprits? C'est un peu mixé. Hein. Et comme Adjonel, c'est l'entière opération de la terre. Il commande les rois, les princes et les nobles de la nature. D'ailleurs, Badgenol s'est décrit lui-même comme capable de modifier la corruption de la nature et de la sceller pour qu'elle devienne parfaite. Vous trouvez en dessous le sceau de Balijon et de Badgenol. Alors, on va aller là, voilà. Vénus, qu'est-ce que c'est? C'est aussi l'amour, le désir, l'esthétique, la nourriture spirituelle plutôt, la beauté, le plaisir, l'art, la luxure, ce qui est aphrodisiaque, le parfum, le féminin. Alors, le vendredi concerne la Terre. Alors là, on est purement en énochien. Hein. Le vendredi concerne donc la Terre en tant que corps de l'esprit du monde. Et le fils des fils de la lumière, elle, qui apparaît dans le sigil, est lié à Vénus car c'est sur ou hors de la Terre que les choses se manifestent. Ensuite, on a le soleil, dimanche, avec Bobodjel, le roi, et Bornodjo, le prince. Donc Bobodjel, c'est la sagesse, la science. Il accorde la sagesse et la connaissance avec une primauté sur la nature. Il se décrit comme une vraie philosophie, une vraie compréhension. Il est représenté comme embrassant un sceau solaire, ce qui correspond à l'équilibre. Il aurait pu également être utilisé dans le talisman que je vous ai montré. Et Bornodjo, c'est les métaux, la nature modifiée, l'altération de la nature. Il perfectionne la nature corrompue. Il a la connaissance des métaux. Et il dit, ce que tu désires en moi s'accomplira. Alors, je trouve que c'est une phrase compliquée parce que il, on ne sait pas où pourrait se mettre la virgule. Et je vous laisse éventuellement décider de où se mettrait la virgule. Ce que tu désires en moi s'accomplira. Il dispose également des médecines de Dieu. Alors on trouve là encore leurs deux sceaux. Alors vous remarquez que dans chacun des sceaux des rois, on a le nom d'un des fils de la lumière. Ça, on trouve ça dans les livres que je vous ai présentés, également dans le livre de Hiérosolis. Alors, le soleil dimanche, c'est aussi donc l'harmonie, l'équilibre, l'intégrité, la santé, la jeunesse retrouvée, la paix, l'illumination, obtenir de l'argent, le pouvoir divin. Je vais en parler, obtenir de l'argent d'ailleurs, c'est intéressant. Le dimanche concerne les attributions habituelles du soleil et les aspects de sagesse de Mercure. Ave, le fils des fils de la lumière, se rapporte d'ailleurs à l'aspect mercurien du soleil. Alors, quand je disais obtenir de l'argent, ça, c'est quelque chose d'intéressant puisque en magie énochienne, mais également dans toutes les autres magies existantes, euh, obtenir de l'argent est quelque chose qui fonctionne mal, qui fonctionne pas d'ailleurs, même généralement. Alors, on donne plusieurs raisons à ça. La raison qu'on entend souvent, c'est que les biens matériels, vouloir obtenir de l'argent n'est pas quelque chose de vertueux et que donc les anges ou les entités n'y prêtent pas attention. Et pourtant, si j'utilise la goétie, les résultats seront médiocres également. Et pourtant, les entités qui sont dans la goétie ne sont pas vertueuses. On travaille avec des démons.
Alors, moi j'ai une autre idée pour ça, j'ai une autre raison, c'est que les anges, les entités subtiles avec lesquelles on travaille en magie, ne comprennent rien à la notion d'argent et ne comprennent rien à la notion de chiffre ou de valeur. Euh, 1 euro, 1000 euros, 1 million d'euros n'a aucun sens pour eux. D'ailleurs, en magie énochienne, on ne comprend rien au nombre ou aux chiffres énochiens. On comprend bien désormais l'alphabet énochien, la grammaire énochienne, on sait utiliser les mots, on sait même faire des phrases complètes et ainsi pouvoir échanger avec ces énergies énochiennes, mais on ne comprend rien à la façon dont sont construits les chiffres, les nombres en énochien. On sait juste qu'il y a généralement autant de caractères en énochien qu'il y a de, de chiffres. Hein, si je prends par exemple 28, c'est Ni, N-I. Euh, si voilà, mais hein, je parle de ça rapidement, hein, c'est pas le sujet, mais demander de l'argent, demander des valeurs, demander quelque chose en termes de chiffres, de nombres, ne fonctionne généralement pas, car selon moi, les entités subtiles ne- ne- n'y comprennent rien, comme nous ne comprenons rien quand eux nous parlent de chiffres ou de nombres. Nous n'avons pas les mêmes référentiels à ce sujet-là. Donc c'est à mon avis pour ça que les demandes autour de l'argent, généralement, ne fonctionnent pas, n'ont pas vraiment de sens. Bon, néanmoins, voilà, avec le soleil, voilà le genre de demande qu'on peut faire euh, hein, autour de la santé, de l'équilibre, de l'harmonie, de l'illumination, etc., etc. On continue avec Mars, avec Babalel et Béphafès. Alors, Babalel, c'est l'eau, la lutte, les batailles. Il règne comme roi des eaux, dont les pouvoirs sont dans les entrailles des eaux. Les eaux, d'ailleurs, semblent refléter un processus d'énergie qui donne forme. C'est l'harmonie à travers le conflit. Alors, l'eau, c'est aussi les émotions, hein, d'ailleurs. Et Béphafès, le prince correspondant, c'est les mers, les océans, leurs aspects, hein, des mers et des océans, c'est aussi les batailles. Béphafès se décrit comme étant lié à l'eau, comme ayant été connu de Moïse et de Salomon, et comme ayant inondé Pharaon et d'autres types d'injustices. L'accent d'ailleurs est mis sur l'élimination des impurs et la dévotion. Alors vous voyez comme à quel point, et on va le voir au fur et à mesure, hein, que ces anges, ces rois et ces princes sont liés donc à des aspects planétaires, mais sont également très souvent liés à des aspects élémentaires. Feu, eau, air, terre. Alors, Mars, le mardi, ça correspond à quoi? Eh bien, à la justice, la force, la puissance, la violence, l'énergie, la guerre, l'agression, le courage, la compétition, l'athlète, le côté masculin. Le mardi implique de donner des formes aux énergies d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Liba, le fils des fils de lumière, y est lié parce qu'une maison avec la présence de Dieu correspond à cette description. Ensuite, nous avons Jupiter. Alors, j'ai fait une double flèche, vous voyez, là à droite. Je vais tout de suite en parler, parce que, vous voyez, j'ai mis en italique, là, certaines choses, parce que il y a de fortes chances. John Dee fait une inversion entre le prince de Jupiter et de Mercure, entre Boutmono et Blisdon. C'est-à-dire, ce que j'ai mis en italique dans chacun de ces princes, c'est ce qu'on trouve dans les écrits de John Dee. C'est ce qu'on trouve dans le bouquin d'Hierosolif et dans plein d'autres livres. Mais il y a de fortes chances, si on vérifie par rapport au pouvoir porté par le roi, qu'il y a eu une inversion. Hein, donc ce qui est en italique, a priori, là, dans Butmono, irait plutôt chez Blisdon, et ce qui est en italique chez Blisdon irait plutôt chez Butmono. Et ce que j'ai écrit en dessous, en caractères classiques, hein, qui sont pas en italique, là, c'est correct. Donc Jupiter, Binépor, le roi, c'est la vie de toute chose. C'est les mots de Dieu. C'est l'état et les conditions générales de toute chose dans l'univers.
Il a déclaré que l'état général et la condition de toute chose reposent sur sa puissance et qu'il possède une gloire sans fin. Il a un début, mais pas de fin. Et Boutmono, alors Boutmono, on le décrit comme la terre, l'essence vitale, les animaux, la vie et le souffle des créatures vivantes, et ça serait peut-être probablement Blisdon, hein, mais il se décrit comme une puissance sur terre, comme le gardien des morts, comme possédant la clé de la dissolution, étant la fin de l'œuvre, étant la lumière et la colère de Dieu, et se rapportant à la lumière laissée dans un gouffre sans fond. Voilà comment il se décrit lui-même. Alors Jupiter, le jeudi, c'est la générosité, l'abondance, le leadership, la vision, trouver les richesses. Hein, je reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure. Les problèmes juridiques, en tout cas les résoudre, la chance, l'expansion. Le jeudi concerne donc, en magie énochienne, le processus de commander, de mettre en ordre toute chose. Et Roclé, le fils des fils, son nom est donc, comme d'habitude, dans le sceau du roi, Roclé y est apparenté car il commande, il met en ordre également les choses. Ensuite, on passe à Mercure, mercredi, avec Gnaspol et Blisdon. Gnaspol, c'est la Terre et ses contenus, le secret, la Terre et les entrailles de la Terre. Il a déclaré que la Terre, ses entrailles et ses secrets lui ont été livrés. Et Blisdon, eh bien, on trouve la vie, la clé des mystères de la Terre. Il se décrit comme étant la vie et le souffle des créatures vivantes, de toutes choses, sauf l'image de celui qui vit à côté de lui. Je vous laisse, comment dire, interpréter cette phrase. Et avec lui apparurent les êtres vivants de toutes sortes. Donc vous voyez, avec lui apparurent les êtres vivants de toutes sortes, c'est aussi la vie et le souffle des créatures vivantes qu'on a chez Butmono, l'essence vitale des animaux qu'on a chez Butmono. A priori, non. Ça, c'est Blisdon. Et la vie et les clés des mystères de la Terre, c'est plutôt Butmono. Alors le mercredi correspond lui à la raison, communication, la logique, la connaissance, le voyage, l'écriture, l'école, la science, le commerce, la médecine, les maths, l'esprit, l'aspect mental. Le mercredi en énochien concerne le processus qui consiste à donner des formes aux choses et à muter les formes en fonction de nouveaux besoins. Et Anne, le fils des fils de lumière, y est lié parce qu'il se rapporte à la vie. Hein, comme vous voyez, on a le nom du fils des fils de lumière à l'intérieur du sceau du roi. Hein, c'est le cas pour tous les rois. Saturne, le samedi, avec Bnapson et Brodjes en prince. Alors le roi, c'est rejeter, chasser les mauvais esprits, c'est la vérité. C'est chasser le pouvoir des esprits mauvais. Il est décrit comme lié aux enchanteurs, aux mauvais esprits, et étant vraisemblablement responsable, avec le prince, de leur persécution. Il connaît les actes et les pratiques des hommes mauvais. Le prince, c'est le feu. Il aide le roi contre les démons. C'est l'agent actif du roi. C'est le cas de tous les princes. Hein. Ils sont tous agents actifs du roi, d'ailleurs. Borges, le prince, pardon, est apparu avec des flammes très laides, qui venaient de ses côtés. Il connaît la porte de la mort. Alors Saturne, c'est ce qui se structure, la limitation, la responsabilité, la gravité, la réincarnation, la mort, l'héritage, le grand âge. En énochien, le samedi consiste à limiter et à détruire les choses qui ne conviennent pas. Adjonel est apparenté parce qu'il faut savoir ce qui est sacré avant de se débarrasser de ce qui est impie. Et pour terminer, la lune, le lundi, avec Blumasa, qui serait peut-être le roi de la terre. Il fait obéir les esprits de la terre à la volonté de l'homme par le pouvoir des noms. Hein, ça, c'est un classique en magie. Quand on connaît le nom d'une entité, on a le pouvoir sur elle. Il permet de découvrir les mystères divins, de connaître le passé, le présent, le futur. Il a été montré, alors
comme on l'a vu tout à l'heure, hein, Bobogel, lui, il est représenté comme embrassant un sceau solaire, ce qui correspond à l'équilibre. Eh bien, Blue Masa, il a été montré comme refusant de toucher un sceau solaire, un sceau du soleil, ce qui correspond à l'inverse, donc à un déséquilibre. Et le prince, eh bien, c'est l'air, les esprits invisibles, avec leur nom. Là aussi, est-ce qu'on est en présence d'un roi de la terre? Il supervise les créatures aériennes invisibles qui vivent sur son domaine. Il a été montré avec diverses fumées invisibles qui l'entouraient et disant qu'il les dominait et qu'il enseignerait des noms sans nombre, donc sans fin a priori. Et la lune, eh bien, c'est l'imagination, l'instinct, le subconscient, les émotions, le monde astral, la clairvoyance, les rêves, le sommeil, l'océan. Le lundi en énoquien concerne le processus d'introduction de forces étrangères à une situation et leur permettant de se connecter et de fonctionner. Ilémessé, l'ange Ilémessé, le fils des fils de lumière, y est lié parce qu'il se rapporte à de nouveaux plans approuvés par Dieu. Donc voilà pour nos princes et rois. Hein, les gouverneurs, eux, vous les trouverez dans le bouquin de Tyson ou le bouquin d'Hirosolis. Euh, vous les trouverez également sur la Tabula Bonorum, hein, le dessin que je vous ai montré. Et ces gouverneurs, bon, il n'y a pas besoin forcément de les décrire. Hein, ils sont là pour, comment dire, pour activer matériellement, sur notre plan matériel, ce que l'on demande au roi et au prince. Hein, c'est-à-dire, on demande au roi. Le prince est un agent actif, donc on demande aussi au prince, hein, qui travaille avec le roi, et les gouverneurs, eux, matérialisent cette énergie. Quelque chose d'intéressant, je trouve. Alors là, c'est comme ça, c'est un, comment dire, quelque chose que j'ai remarqué il y a longtemps et que je voulais indiquer. Alors la première chose, je vous l'ai dit, c'est les liens très forts avec les éléments, hein, des rois et des princes. Au-delà de l'aspect planétaire, il y a un aspect élémentaire très important. Mais vous remarquerez également que les sigils, alors attendez, je reviens sur mon document, les sigils des rois sont généralement horizontaux, quant aux sigils des princes qui, eux, sont plutôt verticaux, hein, plus ou moins. Hein, il y a une vraie différence dans ces formes de sigils, hein, dans leur sceau. Je n'ai pas d'explication à ça, c'était simplement une remarque que je me permettais de faire. Donc voilà pour le plus important. Alors j'ai autre chose dont je dois vous parler, qui est également très important à mon sens. Alors, une première chose, c'est une citation que l'on trouve dans les travaux de Dean Hildebrandt, qui a beaucoup travaillé avec ce que Runar Carlson a reçu. Et dans Dean Hildebrandt, c'est quelque chose que j'ai lu après coup et qui m'a convaincu que ce que j'avais reçu était cohérent. Il y a une phrase dans ses travaux de Dean, c'est « Le roi de chaque jour est situé au centre du cercle et le prince le remplit. Les 5 autres anges, gouverneurs, exécutent leurs ordres en dehors du cercle du monde. L'intérieur du cercle contient ainsi l'énergie pure du jour. » Et je trouve que cette phrase, qui est dans les travaux de Dean Hildebrandt à propos de l'heptarchie mystique, je trouve que cette phrase colle plutôt très bien avec la manière de construire le talisman que j'ai reçu. Le roi de chaque jour est situé au centre du cercle et le prince le remplit. Là, ça colle complètement. Les 5 autres anges exécutent leurs ordres en dehors du cercle du monde. C'est complètement le cas avec le nom des 5 gouverneurs. L'intérieur du cercle contient ainsi l'énergie pure du jour, le sceau du roi, et la demande que l'on fait. Donc voilà, ça je l'ai lu après coup, et ça m'a marqué. Je me suis dit que ce que j'avais reçu correspondait, était tout à fait cohérent avec les travaux de Dean, et tant mieux parce que c'est quelqu'un qui est ultra pointu en magie énochienne et qui a fait des travaux très avancés
qui sont pas forcément très répandus, très distribués, mais voilà, ça, je voulais mettre le doigt là-dessus. Alors, je vous ai dit que je voulais vous parler d'une dernière chose. Alors là, ça va être un peu à votre, comment dire, ça va être à vous de jouer, j'ai envie de dire, puisque il existe une table qui est la table de Nid. Alors, je vous l'affiche, hein, elle sera dans le zip, hein, comme tout le reste, hein. La table de Nid, la voilà. On a dessus différents noms d'entités, des noms d'anges, on a beaucoup de choses dans la table de Nid. C'est une table passionnante, ultra puissante, et comme me le disait aujourd'hui un utilisateur sur Facebook, je veux pas forcément citer son nom, c'est quelqu'un avec qui on a discuté un peu au téléphone d'ailleurs il y a quelque temps. C'est quelqu'un qui est très versé dans les travaux de Runar Carlson, un des rares Français en tout cas à aussi bien les connaître. Eh bien, comme il me le disait, cette table nid est hypnotique. Et il me listait certaines choses qu'elle contient. Bon, je ne veux pas embrouiller les choses, mais ce que je veux utiliser, c'est la partie en haut à gauche de cette table, où on va trouver des noms d'entités: Martran, Felkorma, Bonzekel, Aloinap, Eolina, Aenixed, je l'ai pas forcément bien dit celle-ci, et Boani. Ces 7 entités de la table Ni sont en fait ce qu'on appelle 7 Shakti. Les Shakti, ce sont des anges femelles, des anges avec une énergie féminine. Et ces 7 Shakti reçoivent directement leur influence de Hadith, hein, donc ça ça va parler, comment dire, aux Télémites, hein, mais pour être plus dans les Nokiens, donc de Oselenai. Donc ces 7 Shakti reçoivent directement leur influence du royaume céleste, de la Grande Mère, et ces 7 Shakti commandent aux anges heptarchiques. C'est-à-dire que on a nos gouverneurs, ensuite on a notre prince, ensuite on a notre roi, puis ensuite on a Adjonel et Armara, tout ça nous vient de John Dee, mais au-dessus encore, eh bien, on a ces 7 Shakti que j'ai listés et que l'on trouve là, dans ce tableau. Par exemple, Martran, eh bien, dirige Balijon, Badgenol, Bormila, Benodab, etc. Si je veux travailler avec Bobodjel et Bornojo, le roi Bobodjel et le prince Bornojo, eh bien, je pourrais faire un appel à Eiffel Korma. Donc là, je veux pas vous donner une méthode. Je veux pas compliquer forcément les choses là. Comment dire, il y a un avant et après dans la vidéo, hein, par rapport à la table de nid. Vous pouvez tout à fait décider de ne pas utiliser la table nid. Votre talisman sera tout à fait fonctionnel et efficace. Vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour les gens qui sont un peu plus avancés, qui veulent expérimenter des choses, qui veulent essayer, qui veulent construire un peu plus peut-être leur manière de ritualiser, etc., eh bien, je vous laisse réfléchir à ça. Il y a des entités au-dessus des rois et des princes que vous allez utiliser pour vos talismans, et ces entités peut-être peuvent être intéressantes à appeler ou à inclure, à vous de voir. Je vous mettrai évidemment tout ça dans le zip. Vous aurez la table nid, vous aurez comment dire, la liste des 7 Shakti et des anges qui sont dirigés par ces Shakti. Et vous aurez également l'appel du nid. Donc on a l'appel primaire, et ensuite on a l'appel qui ouvre la partie gauche de la table, et on a l'appel qui ouvre la partie droite de la table. Donc tout ça sera dans le zip, libre à vous de l'utiliser ou pas. Hein, voilà, donc là on peut utiliser l'appel du nid, un appel global du nid, et puis un appel qui ouvre la partie gauche, et un appel qui ouvre la partie droite. Et on peut utiliser dès lors, éventuellement, les Shakti, les anges féminines, qui dirigent l'heptarchie mystique.
puisqu'il y a encore des anges au-dessus des rois, des princes d'Adjonel et d'Armara. Sachant que ceci n'a pas été reçu par John Dee. Hein, ce sont des choses qui nous viennent de Runar Carlson. Je voulais les inclure parce que ça me semble intéressant. Je vous le dis souvent, hein, j'essaye d'inclure petit à petit certaines choses comme ça qui sont des nouvelles tables, des nouveaux appels. Il y a plein de nouveaux matériels qui a été reçu et que l'on continue de recevoir. Hein. C'est quand même une des choses propres à la magie énochienne. Elle est vivante, elle est active. On reçoit certaines choses qui sont publiées ou non. En l'occurrence, la table Nid n'est pas quelque chose de secret, mais n'est pas non plus quelque chose de très connu. Je alors la table Nid, attention, contient plein d'autres choses. Hein, évidemment, je ne parle, voyez, là que la partie en haut à gauche. Il y a plein d'autres choses dans la table Nid. Il y a énormément de choses. C'est peut-être une des plus, moi à mon sens, en tout cas, et je suis pas le seul à le penser, une des plus passionnantes et des plus attirantes. Mais je veux pas compliquer tout, donc je ne propose d'utiliser de cette table Nid que les 7 Shakti qui président, qui président à l'heptarchie mystique, qui dirigent nos rois et nos princes. Libre à vous d'utiliser ou pas ces anges supplémentaires. Donc, voilà pour la talismanie énochienne. J'espère que c'est une vidéo qui sera claire. Hein. C'est une vidéo avec beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. Surtout qu'à un moment, j'ai fait une petite erreur hein, dans la construction du talisman. Bon, je m'en excuse. Euh, mais voilà, l'erreur a été corrigée aussitôt et c'est ce qui était important. Euh, il y a une autre phrase que j'avais trouvée qui était intéressante. Alors, je vais peut-être simplement vous la lire, mais vous la trouverez également dans le PDF que je vais inclure dans le zip, hein, où il y a le nom des princes, des rois, les sceaux et tout ça. Alors, la phrase, c'est la suivante, c'est plusieurs phrases d'ailleurs, c'est donc, les noms des anges étaient donnés dans un cercle de 7 secteurs étiquetés selon les zones planétaires, et plus tard selon les jours de la semaine. La tabula bonorum que je vous ai montré. Le roi de chaque jour est le premier nom de la section correspondante, et le prince le deuxième nom de la section précédente. De même, le troisième nom dans la section précédente et ainsi de suite semble également correspondre à un jour donné. Les natures des anges semblent correspondre aux jours auxquels ils sont assignés. Ils peuvent se connecter aux énergies de la paire de zones pour leur section du cercle, mais cela semble être à des fins de communication et ne pas représenter un aspect significatif de la nature des anges en tant qu'individus. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. La phrase sera dans le PDF, comme ça vous pourrez la lire, l'analyser, la relire et éventuellement interpréter des choses avec. Mais je veux pas plus compliquer la vidéo. Elle est déjà très riche voilà en matière comment dire de magie énochienne. Il y a beaucoup de choses, hein, donc vous l'avez vu, il y a l'aspect roi, prince, gouverneur, les sceaux. La tabula bonorum, les lettres essences, éventuellement la table Nid, comment je construis tout ça, comment je dessine tout ça. Je vous laisse évidemment avec cette vidéo. N'hésitez pas à en faire une synthèse sur vos journaux, hein, sur votre journal magique, les prises de notes en tout cas que vous faites éventuellement. Je vous invite à synthétiser tout ce que je vous ai expliqué là, sachant que dans la description de la vidéo, hein, en dessous, là en lien, vous aurez des liens pour les PDF, pour un zip avec toutes les images que j'ai montrées, avec tous les éléments que j'ai montrés. Et ensuite, eh bien, à vous de jouer, à vous de créer des talismans énochiens, d'utiliser cette talismanie énochienne qui est, je vous le dis clairement, très efficace, qui est très percutante, hein, comme souvent l'est la magie énochienne de toute façon. Donc voilà, je pense que c'est pas la peine de rajouter plus de choses. Hein. Je regarde un petit peu, comment dire, les notes que j'avais pris, si j'ai rien oublié, mais a priori non. A priori, j'ai bien parlé
de tout ce dont je voulais parler. Donc voilà, on va arrêter cette vidéo là. C'est donc le début, comme je le disais, de la trêve estivale. Donc je pense qu'on se retrouvera euh, peut-être au mois d'août, fin août, peut-être début septembre. Hein. Je vous dis, hein, j'ai pas forcément prévu, peut-être plus tôt. Euh, les vidéos qui viennent sont multiples. Euh, j'ai envie de faire une vidéo sur la table de Nalvadje qui est qui n'est pas assez comprise et utilisée à mon sens. Hein. Il y a beaucoup de choses dedans, mais c'est une vidéo qui demande beaucoup de travail pour la rendre simple et intelligible. Voilà. Et là aussi, comme je vous l'ai dit, je préfère faire un script. Donc c'est une vidéo qui me prend vraiment beaucoup de temps. Il y en a une que j'aimerais faire avant tout, c'est une vidéo sur les différentes versions de la grande table de la Terre, les éléments à utiliser, la direction en question, les angles, les couleurs. Il y a tellement de sources différentes que le débutant peut s'y perdre. Rien que les versions de la grande table de la Terre, hein, c'est-à-dire on a la version que John Dee reçoit avec Kelly. Quelques années après, Kelly en reçoit une autre de Raphaël, si je ne me trompe pas, la version réformée, hein, la Tabula Recensa, qui est une autre version de la grande table de la Terre, que j'ai tendance à utiliser hein, d'ailleurs. Dans le livre de Hierosolis, on trouve encore une autre version, qui est en fait la version de Donald Tyson, hein, la version qu'il a refabriquée selon lui en corrigeant des erreurs. Ça nous fait une troisième version de la grande table de la Terre. Bon, ça commence à être un petit peu ardu à partir de là, sachant que on peut en plus, alors j'en parlerai dans la vidéo, hein, on peut en plus ces grandes tables de la Terre les regarder par-dessus ou par-dessous. On peut les mettre en bas ou en haut. Et du coup, ça nous en fait, ça multiplie encore le nombre de versions utilisables. Tout ça semble très compliqué, ça ne l'est pas forcément, sachant que il n'y a pas vraiment une bonne version. Il y a en fait différentes modalités d'usage. Hein, c'est ça qui est vraiment important à intégrer. Comme je l'expliquais avec les appels, parfois on appelle ça des clés, parfois on appelle ça des appels, pourtant c'est la même chose. Bah, c'est juste une modalité d'usage différente. Hein. Mes éléments et les points cardinaux dans lesquels sont mis mes éléments ne sont pas les mêmes si c'est un appel ou une clé. Et donc si c'est un appel, j'appelle une énergie à descendre, et puis si c'est une clé, j'ouvre plutôt un portail sur lequel je fais du scrying. Bon voilà, et généralement c'est souvent le cas en magie énochienne, il n'y a pas une vraie vérité absolue, il y a surtout différentes modalités. Bon. En tout cas, c'est une vidéo qui me semble vraiment importante à faire parce que je sens certains débutants un petit peu perdus dans toutes ces versions et il y a de quoi, à juste titre, surtout quand certains auteurs rajoutent leur propre version. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Déjà deux tables venant de dit, c'est pas forcément simple de faire un choix entre les deux. Alors si les auteurs rajoutent leur propre version, bon, là, ça commence à faire beaucoup. Donc évidemment dans cette vidéo je ne vous donnerai pas la version ultime, mais je vous donnerai les clés pour que vous puissiez choisir en toute connaissance de cause quelle version vous utilisez, comment vous interprétez les angles, les directions, les éléments, etc. Mais là aussi c'est une vidéo qui demande beaucoup de travail, que je veux faire un script parce que je veux quelque chose de très clair, et donc ça me demande quand même beaucoup de boulot pour sortir quelque chose d'utilisable. Là aussi, je vais clairement beaucoup utiliser les travaux de Dean Hildebrandt, qui a fait beaucoup dans ce domaine-là, hein, et qui est un des rares, d'ailleurs, à s'être arrêté là-dessus. Beaucoup d'auteurs préfèrent se cacher les yeux, préfèrent éviter le sujet, parce que c'est un sujet qui les plante. Je veux dire, il y a pas mal de soi-disant spécialistes en énochien, dès qu'on commence à aborder ces différentes modalités, bah, ils font demi-tour hein, parce qu'ils sont perdus. Euh, il, il faut pas fermer les yeux sur ce sujet, il faut l'analyser clairement, la tête froide, de manière cohérente. Et donc c'est vraiment ce que je me propose de faire, mais ça me demande pas mal de boulot pour en tout cas que ça soit
propre et compréhensible à travers une vidéo YouTube. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je passe un petit bonjour à Gan Eden, et je la remercie pour sa bienveillance, elle comprendra. Et je passe également un bonjour à tous les membres de l'Ordre de Chartres, avec qui je suis ravi d'échanger, voilà, que je sens, je sens une dynamique, une émulation assez forte parmi tous ces pratiquants, et vraiment j'en suis ravi. Donc voilà, je, je tiens à le dire. Et puis, c'est pas un secret, hein, mais on a discuté rapidement, très rapidement d'ailleurs, mais en tout cas on l'a évoqué avec Guillaume, d'une suite sur la voie du Phénix. Donc là où on sera peut-être plus axé sur la praxis de l'Hénochien. Hein. Donc je pense que là aussi ça sera pour la rentrée, quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être là, d'éventuellement mettre un pouce en l'air sur la vidéo et puis un commentaire, hein, parce que ça améliore la visibilité de la chaîne. On s'approche doucement des 1000 abonnés. Et ça, c'était un peu un objectif quand j'ai ouvert la chaîne. Et vraiment, je suis ravi de voir que tout ça vous plaît et vous passionne. Donc, je vous dis à bientôt, à très bientôt. Amusez-vous bien avec tout ça, mais aussi avec d'autres choses que l'ésotérisme. Hein. N'oubliez pas de faire plein d'autres choses propres à notre monde matériel. Et puis, comme je le dis à chaque fois, eh bien, soyez cool avec vous-même, et puis soyez cool avec les autres. À bientôt.